Je me tenais dans l'embrasure de la petite chambre d'amis qui était la mienne depuis 5 ans, tenant une valise à fleurs délavées qui sentait le vieux tissu et les nuits tranquilles. À 75 ans, mes mains ne tremblaient pas de vieillesse. Elles tremblaient à cause des mots qui venaient de m'être adressés en bas. Vanessa Bradford l'avait dit tout en versant du champagne dans de grands verres en cristal. Nous allons te mettre dans une maison de retraite. Tu es trop vieille pour être utile. Elle n'a pas baissé la voix. Elle n'a pas hésité. Elle l'a dit comme on parle de jeter un vieux canapé. Mon fils, Ethan, se tenait derrière elle, fixant le sol en marbre de la maison que je l'avais aidé à acheter. Le même sol que j'avais nettoyé à genoux lorsque les déménageurs avaient laissé de la saleté. Il ne m'a pas regardé. Il ne lui a pas dit d'arrêter. « Maman, c'est pour ton bien », a-t-il murmuré. « Tu auras des gens de ton âge, des activités, un endroit agréable. » Un endroit agréable. En bas, j'entendais des rires. Les traiteurs s'installaient pour leur fête du Nouvel An. La musique jouait. Vanessa m'avait dit plus tôt que ce serait réservé aux adultes cette année. Je comprenais maintenant ce que cela signifiait. Cela me concernait. On m'avait donné un sandwich sur une assiette en carton et dit de manger dans ma chambre pour ne pas être gênante. J'ai regardé autour de ce petit espace. La photo de mon défunt mari sur la table de nuit. Mon certificat d'enseignante empilé dans un tiroir. La courte pointe que ma mère m'avait cousue. C'était tout ce qui restait d'une vie qui avait été autrefois remplie. Ils ne voulaient pas de moi ici. Et j'ai soudain réalisé quelque chose d'encore pire. Ils avaient déjà décidé. On ne me demandait pas mon avis. On me retirait. Alors, j'ai fermé ma valise et, pour la première fois depuis la mort de mon mari, je me suis choisi moi-même. Avant de devenir la femme tranquille dans la chambre d'amis, j'étais quelqu'un. Je m'appelais Lillian Bradford. Et pendant 37 ans, j'ai été institutrice de maternelle dans une petite école publique juste à l'extérieur de la ville. J'avais passé ma vie à attacher des chaussures, essuyer des larmes, apprendre aux enfants à lire leurs premiers mots et à croire en eux-mêmes. Je me suis marié jeune. Mon mari est mort jeune. Cela m'a laissé avec un petit garçon et beaucoup de responsabilités. Ethan avait 5 ans lorsque son père est décédé. Et à partir de ce moment, nous n'étions que tous les deux. Je travaillais à temps plein le jour et donnais des cours particuliers le soir pour qu'il puisse avoir tout ce dont il avait besoin. Je préparais ses déjeuners. J'aidais avec les devoirs. Je m'asseyais sur des chaises pliantes en métal à chaque pièce de théâtre scolaire et match de baseball. Il était mon monde entier. Quand Ethan a grandi, est allé à l'université et a commencé sa carrière, j'étais fier de lui d'une manière que seule une mère peut l'être. Quand il a épousé Vanessa, je l'ai accueilli à bras ouverts. Je pensais gagner une fille. Après la mort de mon mari, Ethan m'a dit que je ne devrais pas rester seul. Il a dit que cela avait du sens de vivre ensemble. Lui et Vanessa achetaient une grande maison à Silver Creek Estate, et il m'a demandé si je pouvais vendre ma petite maison pour les aider avec la compte. Il a dit que ce serait notre maison, pas seulement la leur. Alors, je l'ai vendue. Je lui ai donné l'argent. J'ai emménagé dans leur chambre d'amis, croyant que la famille signifiait la sécurité. Au début, tout allait bien. Je cuisinais. Je faisais le ménage. J'aidais avec les garçons quand ils étaient petits. Je me sentais utile. Puis, lentement, quelque chose a changé. Les repas sont devenus séparés. Ils mangeaient dans la salle à manger pendant que je mangeais dans ma chambre. Vanessa recevait des amis et me demandait de rester à l'étage pour ne pas l'embarrasser. Mes affaires ont commencé à disparaître. Un pull par-ci, un livre par-là. Elle disait qu'ils encombraient la maison. Les garçons ont grandi et ont cessé de vouloir me faire des câlins. Vanessa leur a dit que j'étais démodée et maladroite. Ethan est devenu distant, occupé, toujours fatigué. J'ai appris à parler doucement, à marcher doucement, à prendre moins de place. L'utilité est devenue mon loyer. Si je cuisinais, si je nettoyais, si je restais à l'écart, j'étais autorisé à rester. Je n'ai réalisé que cette nuit-là à quel point j'avais été complètement effacé. Il y avait une chose qu'Ethan et Vanessa n'ont jamais su à mon sujet. Une chose que j'avais gardée pour moi pendant des années, non par cupidité, mais par instinct. Mes parents m'avaient laissé un petit cottage dans une ville appelée Maple Ridge à leur décès. C'était à 2 heures au nord, tranquille et oublié. Je n'y étais pas allé depuis leurs funérailles. La vie avait continué. Ethan avait eu besoin de moi.
Puis Vanessa avait eu besoin d'espace. Alors, je n'en ai jamais parlé. Une partie de moi avait su même à l'époque que je devais garder une chose qui était à moi, un endroit qui ne pouvait pas être pris, redécoré ou transformé en quelque chose que je ne reconnaissais plus. J'avais aussi un petit compte d'épargne d'environ $3000. Des chèques d'anniversaire de ma défunte sœur. Quelques dollars que j'avais tranquillement mis de côté grâce à ma sécurité sociale. Ethan ne le savait pas non plus. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour recommencer. J'ai emballé seulement ce que je pouvais porter. Quelques vêtements, la courte pointe de ma mère, de vieilles photographies, une petite boîte en bois qui contenait mon alliance et la dernière carte que mon mari m'ait jamais donnée. Le plus difficile fut le mot. Je n'ai rien écrit de cruel, juste la vérité. Je ne serai plus un fardeau. S'il vous plaît, ne me cherchez pas, je l'ai laissé sur le lit et suis sorti de la maison pendant que Vanessa arrangeait des fleurs pour sa fête. Personne ne m'a vu partir. Personne n'a essayé de m'arrêter. La gare routière était presque vide. Les lumières fluorescentes froides bourdonnaient au-dessus de ma tête, rendant chaque visage pâle et fatigué. Une horloge numérique sur le mur clignotait en chiffres rouges, 10h12. Le bus pour Maple Ridge ne partirait qu'à 10h47. Je me suis assise sur une chaise en plastique dur, ma valise à mes pieds, et j'ai fixé le sol. La plupart des gens étaient à la maison avec leur famille la veille du Nouvel An, riant, mangeant, ayant leur place. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule. Au début, j'ai essayé de rester silencieuse. J'ai serré les lèvres et je me suis dit de ne pas pleurer. J'avais fait cela toute ma vie, ne pas faire de scène, ne pas être difficile, ne pas prendre de place. Mais quelque chose en moi a finalement craqué. Les larmes sont venues vite et abondantes. Mes épaules tremblaient. Ma poitrine me faisait mal. Je ne pleurais pas seulement pour ce soir. Je pleurais pour des années d'invisibilité. Des années à ravaler des mots, des années à me dire que c'était bien temps que mon fils était heureux. Je continuais à voir Ethan comme un petit garçon. La façon dont il courait dans mes bras après l'école, la façon dont il m'avait dit un jour que j'étais la personne la plus forte qu'il connaissait. Quelque part en chemin, ce garçon avait disparu. « Maman, vous allez bien ?» J'ai levé les yeux et j'ai vu une jeune femme debout devant moi. Elle portait une blouse d'hôpital sous son manteau. Ses cheveux étaient attachés. Ses yeux étaient gentils. « Je vais bien », ai-je dit automatiquement. C'était un mensonge. « Vous n'avez pas l'air bien. Est-ce que je peux m'asseoir avec vous ?» Elle n'a pas attendu de réponse. Elle s'est assise à côté de moi comme si nous nous connaissions depuis des années. Je m'appelle Mia. J'attends aussi mon bus. Quelque chose dans sa voix m'a fait me sentir en sécurité. Et une fois que j'ai commencé à parler, je n'ai pas pu m'arrêter. Je lui ai tout raconté, sur Ethan, sur Vanessa, sur la maison de retraite, sur le fait qu'on m'ait dit que j'étais trop vieille pour être utile, sur la vente de ma maison et le don de l'argent, sur le fait de manger seul dans ma chambre. Je lui ai parlé du mot, de Maple Ridge, de la façon dont j'avais l'impression d'être effacé alors que j'étais encore en vie. Mia a écouté. Elle n'a pas interrompu. Elle n'a pas jugé. Elle a juste tenu ma main pendant que je pleurais. Quand j'ai eu fini, elle s'est levée. « J'ai besoin de passer un appel », a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête, sans vraiment comprendre pourquoi. Elle s'est éloignée de quelques pas et a parlé à son téléphone d'une voix basse et urgente. « Papa, je l'ai trouvé. »« Oui, je suis sûr qu'elle est ici, à la gare routière. » Mon cœur a bondi. Mia est revenue et s'est assise à nouveau à côté de moi. « De l'aide arrive », a-t-elle dit. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais pour la première fois cette nuit-là, je ne me sentais pas complètement seul. J'ai regardé Mia assise à côté de moi, tenant toujours ma main, comme si elle avait peur que je disparaisse si elle la lâchait. « Qu'est-ce que tu veux dire par « de l'aide arrive » ai-je demandé. Ma voix me semblait petite même à moi. Elle a souri d'une manière à la fois douce et sérieuse. « Je sais que cela va sembler étrange, mais je dois d'abord vous demander quelque chose. » J'ai hoché la tête. « Avez-vous enseigné à la maternelle il y a longtemps ?» La question m'a prise au dépourvu. « Oui, je l'ai fait pendant presque 4 décennies. » Pourquoi ? Avez-vous déjà eu un élève nommé Daniel Alvarez ? Le nom a ressurgi dans ma mémoire comme une main. J'ai vu une petite salle de classe, de minuscules bureaux, des crayons éparpillés sur une table. Daniel. Oui, je me souviens de lui. Il était très intelligent.
Les yeux de Mia se sont remplis de larmes. C'est mon père. Je ne pouvais pas parler. Mon père parle de vous depuis toute ma vie, a-t-elle continué. L'institutrice qui lui a acheté des chaussures quand ses parents n'en avaient pas les moyens. L'institutrice qui lui a fait sentir qu'il comptait. J'ai secoué la tête lentement. J'ai juste aidé un enfant qui avait besoin d'aide. Vous avez fait plus que cela. Vous avez changé sa vie. Avant que je ne puisse demander autre chose, les portes de la gare se sont ouvertes. Un homme grand dans un manteau foncé est entré. Il a regardé autour de lui rapidement. Lorsque ses yeux ont rencontré les miens, il s'est arrêté. Pendant un long moment, nous nous sommes juste regardés. Puis il s'est dirigé vers moi. Madame Bradford, a-t-il dit doucement. C'est vraiment vous. Daniel, ai-je murmuré. Petit Daniel. Il s'est agenouillé devant moi comme si j'étais toujours son institutrice. Je vous cherche depuis 45 ans. Et maintenant, la nuit où j'ai failli disparaître, quelqu'un qui avait autrefois eu besoin de moi était venu me trouver. Voir Daniel debout là m'a ramené en arrière dans le temps d'une manière à laquelle je n'étais pas préparé. Je me suis soudain souvenu d'un petit garçon assis sur le tapis de la classe, les genoux serrés contre sa poitrine, ses yeux fixés si intensément sur son livre qu'il remarquait à peine autre chose autour de lui. C'était Daniel. Calme, doux, toujours essayant. Ses chaussures étaient trop petites. Je l'ai remarqué pour la première fois lorsqu'il les a enlevées pendant l'heure du compte et a grimacé en les remettant. Les semelles étaient usées. Il y avait des trous sur les côtés. Son manteau d'hiver était tout aussi mauvais, à peine assez chaud pour les matins froids. Ses parents étaient des immigrants, des gens fiers, des gens gentils. Ils travaillaient de longues heures, mais il n'y avait jamais assez d'argent. Ils n'ont jamais demandé d'aide, pas une seule fois. J'ai trouvé un autre moyen. Je suis allé dans un magasin discount après l'école un après-midi et je lui ai acheté une nouvelle paire de chaussures, puis un manteau chaud. J'ai ajouté des cahiers et des crayons parce que je savais qu'il en aurait besoin aussi. J'ai payé moi-même. Je n'étais pas riche, mais je pouvais me le permettre. Le lendemain, je lui ai dit que c'était des dons d'autres familles. Je lui ai dit que quelqu'un avait des extras. Je lui ai dit que ce n'était pas grave. Je me souviens encore de la façon dont il a regardé ses chaussures comme si elles étaient faites d'or. Après cela, j'ai commencé à mettre de la nourriture supplémentaire dans mon sac à lunch. Je la lui donnais en disant que j'en faisais toujours trop. Il ne l'a jamais remise en question. Il souriait juste et disait merci. Je n'ai jamais considéré cela comme de la charité. Je pensais juste que c'était ce que l'on faisait quand on voyait un enfant qui avait besoin de quelque chose. Quand Daniel a terminé la maternelle, sa famille a déménagé. Je ne l'ai plus jamais revu. La vie a continué. De nouveaux élèves sont arrivés, de nouvelles années ont passé. Je n'aurais jamais imaginé que quelques petits gestes d'une institutrice fatiguée se transformeraient en quelque chose qui pourrait un jour me sauver. Mais il était là maintenant, non plus un petit garçon aux chaussures usées, mais un homme adulte debout devant moi, me regardant comme si je lui avais tout redonné. Daniel se tenait devant moi comme si le temps s'était replié sur lui-même. J'avais enseigné à des milliers d'enfants, mais il se souvenait de moi comme si je n'avais quitté sa classe qu'hier. Vous n'avez aucune idée depuis combien de temps je vous cherche, a-t-il dit. Après l'université, après l'école de droit, chaque fois que j'atteignais une étape importante, j'essayais de vous trouver. J'ai souri tristement. J'ai déménagé après ma retraite. J'ai vendu ma maison. Je ne pensais pas que quelqu'un chercherait. Je n'ai jamais arrêté, a-t-il dit. J'ai demandé au district scolaire. J'ai engagé des enquêteurs. J'ai même créé un petit fonds en votre nom pour les enfants qui ont besoin de fournitures. Je l'ai appelé le fonds Bradford. J'ai pressé ma main contre ma poitrine. Vous l'avez nommé d'après moi. Vous avez changé ma vie, Lilian. Vous m'avez appris que la dignité comptait, que la gentillesse était une force. Mia s'est avancée à côté de lui. Quand je vous ai vu pleurer ici ce soir, a-t-elle dit, j'ai su. Papa m'a raconté votre histoire 100 fois. Je savais que je devais demander. Daniel m'a regardé doucement. Mia m'a dit ce que votre fils et sa femme vous ont fait ce soir. Ma honte a essayé de monter, mais il l'a arrêté d'un regard. Personne n'a le droit de vous traiter comme ça. Jamais. Je ne veux pas d'ennui, ai-je murmuré. Je voulais juste un endroit où aller. Alors vous viendrez avec nous, a-t-il dit.
Ma femme prépare déjà une chambre. Vous serez en sécurité là-bas. J'ai secoué la tête. Je ne veux pas être un fardeau. Vous n'avez jamais été un fardeau, a-t-il dit fermement. Vous avez été la raison pour laquelle je suis devenu qui je suis. Laissez-moi être votre raison maintenant. Le bus pour Maple Ridge est entré dans la gare. J'ai regardé les lumières clignotantes. Pour la première fois depuis des années, j'avais le choix, et j'ai choisi de suivre le garçon que j'avais aidé autrefois. Au lieu de courir dans l'obscurité, la maison de Daniel n'était rien comparée à la froide maison en marbre de Silver Creek. Elle était chaude. Des lumières douces brillaient à chaque fenêtre. La porte d'entrée s'est ouverte avant même que nous l'atteignions. Une femme aux cheveux sombres parsemés d'argent est sortie et s'est précipitée vers nous. Ce doit être Lilian, a-t-elle dit, me tirant dans une étreinte. Je suis Sophia. Bienvenue à la maison. Personne ne m'avait dit ces mots depuis des années. À l'intérieur, la maison sentait la vraie nourriture et le linge propre, pas l'odeur artificielle et piquante que Vanessa aimait. Des dessins d'enfants couvraient le réfrigérateur. Des photos de famille remplissaient les murs. Les enfants de Mia ont couru dans la pièce, Léo et Isabelle. Ils m'ont regardé avec une curiosité ouverte. Alors, vous êtes l'institutrice qui a sauvé grand-père, a dit Léo. J'ai ri doucement. J'ai juste acheté des chaussures. Sophia a placé un bol de soupe devant moi. Mangez. Vous avez l'air de n'avoir pas été nourri correctement depuis longtemps. Et elle avait raison. En mangeant, j'ai réalisé quelque chose de simple et de puissant. Personne ne me pressait. Personne n'était agacé par ma présence. Personne ne me demandait de rester à l'écart. Et à table, Daniel me regardait attentivement. Vous êtes en sécurité ici, a-t-il dit. Personne ne vous forcera plus jamais à faire quoi que ce soit. Des larmes ont rempli mes yeux. Pour la première fois depuis très longtemps, je l'ai cru. Plus tard cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis et que la maison soit devenue calme, Daniel s'est assis avec moi à la table de la cuisine. Lilian, a-t-il dit doucement. J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. J'ai hoché la tête, mes mains enveloppées autour d'une tasse chaude. Ce qu'Ethan et Vanessa ont fait ce soir n'était pas seulement cruel. Ce n'était pas seulement méchant. Ce n'était pas légal. Je l'ai regardé, confuse. Personne ne peut vous placer dans une maison de retraite sans votre consentement à moins qu'un tribunal ne décide que vous êtes incapable de prendre vos propres décisions. Vous êtes alerte. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes parfaitement capable de choisir où vous vivez. Ma poitrine s'est serrée. Puis il m'a posé des questions. Ethan a-t-il mis votre nom sur l'acte de propriété lorsque vous avez vendu votre maison pour les aider à l'acheter? Je ne sais pas, contrôle-t-il votre compte bancaire et vos paiements de sécurité sociale? Oui. Vanessa surveille-t-elle ce que vous dépensez? Daniel a tout noté. Lilian, a-t-il dit finalement. Ce que vous avez décrit correspond à un schéma appelé abus financier et émotionnel des aînés. Le mot « abus » était lourd. Vous avez été isolé. Votre argent a été contrôlé. On vous a fait sentir comme un fardeau pour que vous ne résistiez pas, je voulais argumenter, défendre mon fils. Mais je ne pouvais pas. Daniel a rencontré mes yeux. Je ne dis pas qu'Ethan est un monstre. Je dis qu'il a laissé quelqu'un vous transformer en quelque chose que vous n'avez jamais été. Que voulez-vous que je fasse, ai-je demandé doucement. Je veux vous protéger, a-t-il dit. Mais je ne peux pas le faire à moins que vous ne me le permettiez. J'ai pris une longue inspiration. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un me demandait ce que je voulais. Je veux être en sécurité. Alors c'est ce que nous ferons. Le lendemain matin, Daniel était assis en face de moi avec un ordinateur portable ouvert et un bloc-notes jaune à côté de lui. Je vais envoyer une lettre officielle à votre fils et à sa femme, a-t-il dit. Elle demandera un relevé complet de votre argent et indiquera clairement que vous êtes représenté par un conseiller juridique. J'ai fixé l'écran vide. Cela semblait définitif. Seront-ils en colère, ai-je demandé. Probablement, a-t-il dit calmement. Mais la colère est préférable au contrôle. Il a tapé lentement pour que je puisse suivre chaque mot. La lettre était ferme mais respectueuse. Elle énumérait l'argent que je leur avais donné. Elle exigeait des dossiers. Elle déclarait que toute tentative de pression ou de harcèlement à mon égard serait documentée. Quand il a fait glisser l'écran vers moi, mes mains tremblaient. La lire,
c'était comme voir ma vie de l'extérieur. Toutes les petites choses que j'avais acceptées semblaient soudain très fausses. Cela arrive vraiment, ai-je murmuré. Vous reprenez votre vie en main, a dit Daniel. J'ai pensé à Ethan, au petit garçon qui m'apportait des pissenlits. Envoyez-la, ai-je dit. Daniel a cliqué sur le bouton et juste comme ça, le silence qui m'avait piégé pendant des années a été brisé. Le téléphone a sonné moins d'une heure après que Daniel ait envoyé la lettre. Il l'a mis sur haut-parleur et m'a fait un signe de tête. La voix d'Ethan est arrivée, aiguë et tendue. Où est ma mère? Daniel a répondu calmement. Elle est en sécurité et elle est avec des gens qui la respectent. C'est insensé, a claqué Ethan. Vous ne pouvez pas simplement l'éloigner de nous. Daniel a répondu calmement. Personne ne l'a éloignée. Elle est partie. A dit Ethan, s'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Je me suis penché en avant. Tu sais ce qui se passe. Tu es resté là pendant que Vanessa me disait que j'étais trop vieille pour être utile. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, a-t-il dit rapidement. Alors qu'est-ce qu'elle voulait dire? Silence. Daniel a parlé. Votre mère a-t-elle accepté d'être placée dans une maison de retraite? Non, mais nous allions lui expliquer que c'était mieux pour elle. Donc, vous prévoyez de décider de son avenir sans son consentement. La voix d'Ethan affaiblit. Nous essayons d'aider. Vous essayez de vous débarrasser de moi, ai-je dit. Il y a une différence. Maman, s'il te plaît. Cet avocat transforme cela en quelque chose que cela ne devrait pas être. Je ne transforme rien en rien, a dit Daniel. Je pose simplement des questions. J'ai parlé à nouveau. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois si j'étais heureuse? Pas si j'étais pratique. Pas si j'étais utile. Heureuse? Ethan n'a pas répondu. J'ai vendu ma maison pour t'aider. Tu n'as jamais mis mon nom sur la maison. Tu as laissé Vanessa jeter mes affaires. Tu l'as laissé parler de moi comme si je n'étais pas là. Maman, je suis désolé, a-t-il dit faiblement. Désolé pourquoi? Pour la façon dont c'est arrivé. Ce n'est pas une excuse, ai-je dit. Daniel a mis fin à l'appel doucement mais fermement. Vous avez 10 jours ouvrables pour fournir les dossiers financiers, a-t-il dit à Ethan. Toute communication ultérieure passera par mon bureau. La ligne est devenue morte. Je me suis assise en tremblant, mais pour la première fois, je n'avais pas été silencieuse. 3 mois plus tard, j'étais debout dans la cuisine d'un petit cottage à Maple Ridge, regardant le soleil se déverser à travers de toutes nouvelles fenêtres. La maison avait été silencieuse pendant des années avant que Daniel ne la trouve. Maintenant, elle était chaude. De la peinture fraîche sur les murs, de nouveaux appareils, un jardin qui commençait à pousser dehors. Je me réveillais chaque matin en sachant que cet endroit était le mien. J'ai commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque locale, lisant des histoires aux enfants 2 fois par semaine. Le rire remplissait la pièce. Cela me rappelait qui j'avais toujours été. Mon voisin m'apportait du pain cuit. Les gens me saluaient quand je passais. Daniel et Sophia venaient tous les dimanches avec Mia et les enfants. Léo et Isabelle m'appelaient grand-mère Lilian. Maintenant, je les laissais faire. J'avais mon propre compte bancaire, mes propres clés, mes propres choix. Je ne me cachais plus dans une chambre d'amis. Je vivais. Les dossiers financiers sont arrivés la semaine suivante. Daniel les a examinés avec moi à la table de la cuisine. La vérité était douloureuse mais claire. Mes 65 000 $ avaient servi à la compte sur la maison d'Ethan et Vanessa, mais mon nom n'a jamais été ajouté à l'acte. Ma sécurité sociale avait été utilisée pour de nouveaux meubles, des vacances, les frais de scolarité de l'école privée, des choses dont je n'ai jamais été invité à profiter. Je me suis senti stupide de leur avoir fait confiance. Daniel a secoué la tête. Vous n'étiez pas stupide. Vous étiez aimante. Il y a une différence. Un accord formel a suivi. 78 000 $ m'ont été restitués. Mon argent plus les intérêts. Aucune excuse n'est venue avec. Mais je n'en avais plus besoin. Pour la première fois depuis des années, mon avenir était entre mes mains. Un après-midi tranquille, on a frappé à ma porte à Maple Ridge. Quand j'ai ouvert, Ethan se tenait là. Il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs. Plus mince, fatigué. « Salut, maman » a-t-il dit doucement.
Nous nous sommes assis dans le salon sans parler pendant un long moment. Vanessa est partie, a-t-il finalement dit. La maison est en vente. Les garçons me parlent à peine. Je ne savais pas quoi dire. Je t'ai vu disparaître dans notre maison, a-t-il dit. Et je me suis dit que c'était bien, que tu allais bien, mais ce n'était pas le cas. Tu rapetissais à cause de nous. Sa voix s'est brisée. Je suis désolé, maman. Pas pour la façon dont c'est arrivé, pour ce que j'ai fait. Je suis désolé d'avoir pris ton argent et de ne pas t'avoir protégé. Je suis désolé d'avoir laissé ma femme t'humilier. Je suis désolé d'être resté là et de n'avoir rien dit quand elle t'a traité d'inutile. Des larmes coulaient sur son visage. J'ai oublié qui tu étais. J'ai oublié qui m'a élevé. Il m'a dit qu'il enseignait maintenant, qu'il était en thérapie. Il a écouté. Je ne laisserai plus personne me rendre petite, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu. Et je ne te le demanderai pas, nous avons convenu de prendre les choses lentement. Il est parti tranquillement, mais quelque chose avait changé. Aujourd'hui, je me tiens dans ma cuisine à Maple Ridge, regardant un jardin qui commence tout juste à fleurir. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour signifiait endurer tout ce que les gens me donnaient, même quand ça faisait mal, même quand ça me faisait disparaître. Mais j'ai appris quelque chose d'important. La dignité n'est pas quelque chose que vous gagnez en étant utile. C'est quelque chose avec lequel vous êtes né. Être vieux ne vous rend pas jetable. Être silencieux ne vous rend pas invisible. Être gentil ne signifie pas que vous méritez d'être exploité. Parfois, les gens qui essaient de vous mettre à l'écart sont ceux qui ont peur de ce que vous représentez. Un rappel de leurs propres échecs, de leur propre manque de loyauté. Et parfois, la plus petite gentillesse que vous ayez jamais donnée revient des décennies plus tard pour vous sauver quand vous en avez le plus besoin. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Serez-vous resté silencieuse ou vous serez-vous choisi? Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle partie de cette histoire est restée avec vous. Si cette histoire vous a ému, veuillez aimer et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'art de la vengeance pour plus d'histoires sur la force, les limites et la justice tranquille. Parfois, les personnes qui essaient de vous jeter sont celles qui vous poussent vers la vie que vous étiez toujours censé vivre.